Le Doliprane. On a tous cette boîte blanche et rouge, quelque part. C'est le premier réflexe pour un mal de tête, une fièvre qui monte. C'est presque un objet du quotidien. Oui, c'est ça. Un objet si familier qu'on a l'impression de le connaître par cœur. Par cœur, on le croit. Exactement. Et pourtant, à l'intérieur, il y a ce petit papier plié en 16, la notice. Qu'on ne lit jamais. Ou presque. On la jette avec la boîte, la plupart du temps. Bah voilà. Et c'est là que notre mission commence aujourd'hui. On va se transformer en enquêteur. Notre pièce à conviction, c'est cette fameuse notice. Et l'objectif, c'est de la faire parler. C'est exactement ça. On va y dénicher les indices cachés, les avertissements qu'on ignore. On va décortiquer ensemble les contre-indications, les dosages pour enfants, qui sont un vrai casse-tête, on va pas se mentir. C'est une excellente approche. Passer d'un geste automatique à une utilisation vraiment... Allez, on se lance. Commençons par le commencement. Les interdits. Je déplie le document et les premières lignes sont très très directes. On nous dit de ne jamais prendre ce médicament en cas de maladie grave du foie. C'est clair, net. Et pour les suppositoires, on ajoute l'interdiction en cas d'inflammation du rectum. Bon, ça semble logique, mais pourquoi cette insistance immédiate sur le foie? C'est vraiment le premier truc qu'on lit. C'est le premier et le plus grand indice de toute cette notice. En fait, ça nous dit où se passe l'action principale. Il faut imaginer le foie comme la grande usine de traitement de notre corps. D'accord. Tout ce qu'on en gère de potentiellement actif passe par là pour être transformé, utilisé, puis éliminé. Et le paracétamol, la molécule du Doliprane, eh bien c'est une molécule qui demande beaucoup, beaucoup de travail à cette usine. Donc si l'usine est déjà en difficulté, en travaux à cause d'une maladie, lui envoyer une cargaison de paracétamol, c'est la recette pour un accident. C'est exactement ça. Une maladie grave du foie, ce n'est pas une simple précaution. C'est une contre-indication absolue. On ne veut pas risquer la panne complète du système, quoi. Et ça explique la suite, j'imagine. L'autre grand avertissement, le risque de surdosage. Oui, le point le plus important. Ils insistent lourdement là-dessus. Ils nous alertent sur le fait que le paracétamol est caché dans plein d'autres médicaments. C'est le piège le plus courant. Contre le rhume, les états grippaux. Et là, je comprends mieux le danger. On ne se rend même pas compte qu'on additionne les doses. C'est ça. On prend un Doliprane pour la fièvre et 1 heure après, une poudre pour le rhume, sans réaliser qu'on vient de donner au foie une double, voire une triple dose de travail. Le surdosage est rarement intentionnel, hein. Ah non, hein? Non, c'est le plus souvent accidentel. Par accumulation. Et c'est cette toxicité pour le foie qui est le risque numéro 1 du produit. Le mot paracétamol sur une boîte devrait être un signal d'alarme. D'accord, donc le foie, c'est vraiment le point névralgique. Mais en continuant la lecture, je vois qu'il n'y a pas que les maladies graves. Il y a toute une zone de prudence, une liste de situations où il faut un avis médical avant de dépasser 3 grammes par jour. Et la liste est assez longue, oui. Oui, alcoolisme chronique, malnutrition, jeûne, amaigrissement récent. Si on regarde cette liste avec notre loupe, on voit un fil rouge. Toutes ces situations, qu'est-ce qu'elles décrivent? Un organisme qui n'est pas à 100% de ses capacités. D'accord. L'alcoolisme chronique, ça fatigue le foie en permanence. La malnutrition, ça prive le corps des outils, des protéines en fait nécessaires pour bien métaboliser le médicament. Du coup, le risque de toxicité augmente. Je vois. La liste continue avec l'insuffisance rénale. Alors là, j'aurais pensé que c'était surtout une histoire de foie. Quel est le rôle des reins là-dedans? Excellente question. Ça montre que le corps est un système. Une fois que le foie, l'usine, a transformé le médicament, les déchets doivent être évacués. Et ça, c'est le rôle des reins, la station d'épuration. Voilà. Et si la station d'épuration est bouchée, eh bien les déchets s'accumulent et ils peuvent devenir toxiques à leur tour. C'est pour ça qu'on doit espacer les prises pour laisser le temps aux reins de faire leur travail. C'est très clair. La notice mentionne aussi les personnes âgées ou celles qui pèsent moins de 50 kilos. Pour le poids, j'imagine que c'est une simple question de proportion. Précisément, c'est un surdosage relatif. Une dose standard est trop forte pour un corps plus léger. Pour les personnes âgées, c'est un peu un cumul. Le foie et les reins sont moins performants, l'état nutritionnel peut être plus fragile. Attendez une seconde. Je suis en train de lire la section sur les maux de tête et est-ce que je lis bien? Qu'est-ce qu'il y a? Le texte prévient que prendre ce médicament pour un mal de tête chronique de façon prolongée peut en fait l'entretenir, voire l'aggraver. C'est complètement contre-intuitif. Ah, le fameux paradoxe. Le remède deviendrait la cause du mal. C'est un phénomène bien connu en médecine, oui. On appelle ça les céphalées par abus médicamenteux.
Pour simplifier, le cerveau s'habitue à la présence de l'antalgique. Il devient en quelque sorte dépendant. Et quand l'effet se dissipe? Le simple manque de la molécule peut déclencher un nouveau mal de tête. C'est un cercle vicieux. C'est incroyable. On pense bien faire et on s'enferme dans le problème. C'est une vraie leçon sur les limites de l'automédication. Un symptôme chronique, ce n'est pas juste un truc à faire taire tous les jours. Exactement. C'est un signal qui demande un vrai diagnostic. Ça soulève la question: à quel moment un symptôme n'est plus un simple désagrément et devient le signe qu'il faut consulter? En fouillant dans les détails, je trouve d'autres petites pépites. On apprend que le paracétamol peut fausser les résultats de tests sanguins pour le sucre ou l'acide urique. C'est bon à savoir avant une prise de sang, oui. Et aussi, sur les excipients, les autres composants, les sachets contiennent du sucre. Et les comprimés effervescents, du sel. Pas mal de sel même. Pour quelqu'un qui suit un régime particulier, ce n'est pas un détail. Ça rappelle qu'un médicament n'est jamais juste une molécule active, c'est une formulation complexe. Bon, on a établi que le foie est central et que l'organisme doit être en forme. Mais ça, c'est quand le Doliprane agit seul. Qu'est-ce qui se passe quand on introduit d'autres substances? La notice parle de liaison dangereuse. C'est la suite logique de l'enquête, les influences externes. Alors, le premier cas est très spécifique, un antibiotique, la flucloxacilline. Mais le suivant est beaucoup plus courant, les anticoagulants oraux, les médicaments qui fluidifient le sang. Ah oui, très important celui-là. La mise en garde est précise, hein. Le risque existe si on prend la dose maximale, 4 grammes par jour, pendant au moins 4 jours. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le paracétamol à haute dose et de façon répétée peut interférer avec le métabolisme de la vitamine K dans le foie. Or, cette vitamine est essentielle à la coagulation, le mécanisme que ciblent justement les anticoagulants. Donc, en clair, le paracétamol démultiplie l'effet de l'anticoagulant. Le sang devient... Trop fluide, voilà, exactement. Et la conséquence concrète, c'est un risque de saignement qui augmente. Des bleus, Des hémorragies, oui. C'est pour ça qu'il faut une surveillance accrue du bilan de coagulation, le fameux INR. On ne dit pas de ne jamais les associer, mais de le faire sous surveillance médicale très stricte. D'accord. La notice liste aussi d'autres médicaments, certains antiépileptiques par exemple, en disant qu'ils peuvent aussi être toxiques pour le foie. J'imagine qu'on a un effet de cumul là. C'est une excellente analogie. C'est un effet d'embouteillage pour notre usine. Si plusieurs médicaments qui demandent un gros travail au foie sont pris en même temps, l'usine est surchargée. Le risque de toxicité augmente pour tout le monde. Ce qui nous ramène à une règle simple. Toujours dire à son médecin et à son pharmacien tout ce qu'on prend. Même un truc qui semble banal. C'est la base de la sécurité. Passons à un chapitre particulier, grossesse et allaitement. Là, la première phrase est plutôt rassurante. Elle dit que les études n'ont pas montré de problème. On pourrait s'arrêter là. Et ce ferait une erreur. Dans une notice, il faut toujours lire la phrase d'après. C'est là que se cache la nuance. Et elle est de taille. Juste après, on lit « Il doit être utilisé à la dose efficace la plus faible et pendant la durée la plus courte possible ». On passe d'un message rassurant à une extrême prudence. C'est le principe de précaution. Pas de problème démontré ne veut pas dire innocuité totale prouvée. Ça veut dire que par prudence absolue pour le fœtus, la règle d'or c'est uniquement si c'est nécessaire, la plus petite dose qui soulage et on arrête dès que ça va mieux. Pas de traitement de confort. Surtout pas. Et pour l'allaitement? Là c'est plus clair. L'usage est possible aux doses habituelles car la quantité qui passe dans le lait maternel est très faible et jugée sans risque. On arrive maintenant au cœur de l'énigme, la partie qui angoisse le plus les parents. Le dosage pour les enfants. Ah, le point crucial. Les bases pour adultes, c'est simple. 500 mg ou 1 gramme toutes les 4 à 6 heures, pas plus de 3 grammes par jour seul. Mais pour les enfants, C'est là qu'on ne doit faire aucune erreur. Et la notice nous donne une clé, une règle d'or qui simplifie tout. L'unique paramètre qui compte, c'est le poids de l'enfant. pas son âge. Surtout pas son âge. L'âge n'est qu'une vague estimation. Le poids. C'est écrit en gras. La dose est d'environ 60 mg par kilo et par jour à répartir en 4 ou 6 prises, soit 15 mg par kilo toutes les 6 heures. Une fois qu'on a ça, tout devient plus simple. Absolument. Toutes les différentes présentations, les sirops, les sachets de 100, 150, 200 mg, ce ne sont que des outils pour atteindre cette dose cible de la manière la plus précise possible. Il y a des outils vraiment bien pensés. Pour la solution buvable, la seringue est graduée directement en kilos. On tire le piston jusqu'au poids de l'enfant. C'est un système conçu pour être à l'épreuve des erreurs de calcul qu'on peut vite faire dans le stress. C'est génial de simplicité. Et pour les sachets, c'est la même logique. Un sachet de 150 mg, c'est pour les enfants de 8 à 12 kg. Si on fait le calcul pour 10 kg, ça fait bien nos 15 mg par kilo.
Chaque format correspond à une tranche de poids. Oui, et il y a une barrière de sécurité à ne jamais franchir. La dose maximale quotidienne chez l'enfant est de 80 mg par kilo, sans jamais dépasser 3 grammes au total. Et un dernier point de bon sens, éviter les comprimés et gélules avant 6 ans. Le risque de fausse route. Un rappel essentiel. Avant cet âge, c'est sirop, sachet à dissoudre ou suppositoire. On arrive à la fin de notre enquête avec quelques derniers conseils. J'ai noté une info intéressante. Si la fièvre de l'enfant baisse bien avec le paracétamol bien dosé, il est inutile d'alterner avec de l'ibuprofène. C'est une pratique courante, mais pas forcément recommandée sans avis médical. Un seul médicament, bien utilisé, est souvent plus sûr et aussi efficace. La notice rappelle aussi que la transpiration, quand la fièvre tombe, c'est normal. Pas de panique. Voilà. Et enfin, les effets indésirables. Ils sont présentés comme rares, des rougeurs, ou très rares, des réactions plus graves. J'imagine que si ça arrive, Zéro hésitation. On arrête immédiatement le traitement et on consulte un médecin. Même si c'est très rare, la possibilité existe, la réaction doit être immédiate. bon, notre enquête est terminée. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient, Ève? Allons-y. Point numéro 1. Le danger principal, c'est le surdosage accidentel en cumulant plusieurs produits sans le savoir. Absolument. La vigilance sur la composition, c'est la clé. Deuxièmement, ce médicament n'est pas le même pour tout le monde. Problème de foie, de rein, malnutrition, personnes âgées, l'avis d'un pro est indispensable. L'automédication a des limites claires. Troisièmement, le paradoxe du mal de tête. Le remède peut devenir le problème. Une vraie mise en garde contre l'usage chronique et banalisé. Et enfin, la règle d'or pour les enfants, le poids et encore le poids, jamais l'âge. C'est la clé de voûte de la sécurité. Au fond, cette exploration nous montre que même le plus familier des médicaments mérite notre respect. Une lecture attentive, ça le transforme d'un simple réflexe en un véritable outil de soin. Tout à fait. Et ça m'amène à une dernière réflexion. On vient de voir que la notice d'un produit qu'on pensait connaître par cœur est une mine d'informations. Et ça pose une question plus large. Pour combien d'autres produits de notre quotidien, on ignore les avertissements qui sont pourtant là, écrits noir sur blanc? C'est peut-être une invitation à garder notre loupe d'enquêteur et apporter un regard neuf sur tous ces textes qu'on a appris à ignorer.